Alors, de manière très basique, Nina Childress, donc ça se prononce de cette façon? Oui, Childress, comme en France. Childress. Quelques éléments biographiques qui permettent de situer à la fois votre culture d'origine, votre parcours, à la fois en termes de formation et puis de différentes étapes franchies. Moi, je suis née aux États-Unis, d'un père américain, d'une mère française. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 5 ans aux États-Unis, en Californie, puis à New York. Et je suis rentrée en France avec ma mère et mon frère, où j'ai grandi en banlieue parisienne, puis à Paris à l'adolescence. Et j'ai fait très peu d'études d'art. J'ai fait une année de prépa, puis je suis rentrée. Je suis rentrée dans toutes les écoles, j'ai eu les concours pour les arts déco, les beaux-arts de Paris, etc. Je suis rentrée aux arts déco, mais là j'ai rencontré au concours des arts déco ceux qui allaient être mes compagnons pour une aventure punk qui a duré 3-4 ans avec un groupe qui s'appelait Lucrat Milk. Voilà, après j'ai fait partie d'un autre collectif qui s'appelait les Frères Ripoulin. Et donc je n'ai pas eu de parcours académique. C'est-à-dire, je n'ai pas fait d'école d'art, de résidence, de choses comme ça. J'étais un petit peu underground, comme on dit. Voilà, après, je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants. J'ai toujours peint. J'ai commencé à enseigner à l'âge de 40-45 ans environ, parce que j'avais besoin de gagner de l'argent. Et à ce moment-là, j'ai aussi commencé à exposer plus. Jusqu'à il y a à peu près 10-15 ans où ça a commencé à mieux marcher et voilà. Je vais attendre sur plein de matières. Alors, plusieurs choses dans ce que vous dites. Les arts déco, qui dirigeait les arts déco lorsque vous étiez à l'école? Je ne me souviens même plus. Ce que je me souviens, c'est que ce que j'aimais pas du tout, c'est qu'il y avait très peu de pratique. J'avais été à un cours où on était là, assis autour d'une table, et il nous disait imaginez que vous êtes dans le métro, qu'est-ce que vous ressentez? Je me suis dit non mais bon, c'est pas possible. Enfin, moi je voulais peindre. Voilà, donc c'était une ambiance très post-68. Je ne sais plus qui était le directeur, non, je ne sais plus. Et ni les Beaux-Arts non plus, je ne sais pas. Enfin, je ne m'intéressais pas assez au nom des gens, rien du tout. Hein. J'étais comme ça dans mes... Alors, 185. Ça fait ça. Ouais, c'est là. Donc, pour remettre, pour pas arriver avant. Parce que je pose la question parce que je pense que vous étiez aux Arts Déco dans quelles années? C'était en 80, 81. Je pense que vous étiez encore, vous faisiez partie de l'ère Don Foresta. Ça vous dit quelque chose? Don Foresta était directeur du Centre culturel américain de la rue du Dragon. Ah oui.
Voilà, La qui rue a du Dragon, amené c'est- dans les années 70 toutes les grandes figures de l'underground américain. Donc Dan Foresta a été directeur du Centre culturel américain de la rue du Dragon, parce qu'à l'époque à Paris, il y avait le Centre culturel américain privé, Oui, l'American Center, c'est ça? voilà, et l'American Center, il y en avait deux, rue du Dragon et boulevard Raspail. Bah, ma prépa, elle était rue du Dragon, donc j'ai été beaucoup rue du Dragon. Et ben voilà. Donc c'était l'époque Don Foresta. C'est très important parce que Don Foresta a complètement changé la vie artistique et intellectuelle parisienne. En amenant des gens comme Meredith Monk, ça vous dit quelque chose? Je connais, oui, bien sûr, mais Voilà. Enfin, tous ces artistes des années 70, début des années 80, qui venaient donc tout droit de New York, qui ont trouvé une gloire incroyable à Paris et en France, alors qu'ils n'étaient pas toujours reconnus aux États-Unis. Continuons un petit peu ce qui s'est passé avec les écrivains américains de la Lost Generation. Et c'est vrai que Paris a été une sorte de refuge révélateur pour un certain nombre d'artistes américains. Donc c'est vraiment passionnant que vous ayez été aux Arts Déco à cette période, que vous ne vous souveniez pas de Don Foresta, ni même que votre passage aux Arts Déco n'ait pas été du tout un souvenir marquant pour vous. mais moi j'étais assez hermétique au monde de l'art, en fait. J'étais dans mes punkitudes et mes machins, donc bon. Voilà. Voir les cadeaux qui est là, pas centré. Super. Donc, début des années 80, les époques, les années punk. Ah, c'était même la fin du punk, hein. C'était le post-punk. Oui, tout dépend où, parce qu'à Paris, ça a duré quand même au-delà. Ah bah après, je me suis mariée avec un vrai punk parisien du début, qui lui avait connu, qui avait été au concert des Pistols au Chalet du Lac, et qui avait, qui faisait partie de la bande du Palace et tout ça, mais bon, qui était très ami avec les Stinky Toys et tous les vrais groupes punk parisiens. Mais oui, le Palace et toutes ces années-là, Voilà, lui. c'était pour Paris quand même encore les années punk. Oui, oui, c'est sûr, mais moi j'étais quand même un petit peu après, quoi, au niveau de la génération. D'accord, donc post-punk. Bah oui, on va dire ça, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire punk? Ça existe toujours le mot punk. Et la réalité, la culture punk est toujours vivante. Bah pour moi, ce que ça voulait dire, c'était surtout ne pas être baba cool, hein, parce que quand on était adolescent dans les années 70, il fallait être cool, quoi. Il fallait être très cool, pas parler beaucoup, voilà. Bon, et moi, qui suis un peu hyperactive et hystérique, enfin pas hystérique, mais puis qui a un peu un sens de l'ironie et tout ça, j'arrivais pas à me conforter à ce modèle, quoi. Donc j'étais assez malheureuse. J'étais pas populaire, enfin il y a quelque chose qui n'allait pas. Et quand j'ai vu les punks, je me suis dit ah ben voilà, moi je vais être comme eux, ils sont super. Ils sont drôles, ils sont flamboyants, ils sont bizarres, et puis ils disent ils disent n'importe quoi, ça me plaisait bien. Je ne sais pas, mais ça va être la surprise. Après, il est au milieu. On va voir, hein. De toute façon, un camarade avec des escabeaux, c'est de voir, mais il a eu peur les autres. C'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que vous connaissez mon travail? Parce que moi, je suis arrivée de New York et des États-Unis, effectivement, dans ces années-là, où je dirais, la veine relationnelle à travers la danse contact, tout ce qui était ouverture à l'autre, enfin, toutes ces valeurs de la... de la culture hippie, d'une certaine manière, avait complètement transpercé la bulle de la danse contemporaine, qui était sur des modes de relâchement. Et mes premières pièces étaient avec des boîtes à rythme hyper rapides, j'avais des mouvements fulgurants, et on disait que mon travail était hystérique. Voilà, parce qu'il était hyper actif, très très rapide, acrobatique, provocateur par rapport à l'idée que le corps, il faut respecter le corps. Donc quand vous parliez du corps, je dis mais qu'est-ce que c'est le corps? De quel corps s'agit-il? Alors donc vous
vous êtes en empathie, en tout cas vous reconnaissez dans la culture punk. Je reviens à ma question, qu'est-ce que c'est que cette culture punk? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une universalité d'un rapport à la vie qui est porté par la culture punk et qui demeure, somme toute? Je pense que ça a commencé avec Dada et des choses comme ça, donc ça ne vient pas de nulle part non plus. Voilà, donc moi pour tout ce qui est un peu... voilà, tous les gens qui font un peu ce qui ne doit pas être fait finalement, je pourrais éventuellement être intéressée par ça. Il y a une certaine tension électrique peut-être dans la culture punk? Non, c'est pas tellement ça que je vois, c'est un côté de... pas être dans la bienséance, pas être dans le... comme il faut. Disons, moi, quand on me dit un truc qu'il ne faut pas le faire, j'ai envie de le faire, quoi. Transgression. Voilà, mais ça, c'était vrai de la culture hippie. Oui, mais comme c'était arrivé à mon niveau, c'était après quand ça devient... c'est comme les punks, après quand ça devient la queue de comète, les punks à chiens, c'est pas terrible non plus. Derrière, il y a c'est 40, 37. Qui c'est qui a dit 37? Moi. 37. Oh, oui. 35? Alors, bah oui, tout à fait. Tout à l'heure, je parlais avec les directeurs de l'Artothèque qui me disaient on revient à la céramique, on revient donc effectivement à la peinture, au dessin, etc. Et j'ai terminé l'entretien par dire donc on n'est pas dans une période de rupture. J'aurais dû dire de transgression. Ni de désobéissance. Parce qu'effectivement, il y a de ça dans la culture punk. Alors, des directeurs de structures ne perçoivent peut-être pas les choses de la même manière que nous qui sommes... Au taquet. Oui, voilà, exactement. D'une certaine manière, sans arrêt à vouloir repousser les limites, ou en tout cas à mal vivre des critères qui viendraient de l'extérieur de nos singularités. Mais rupture, ça veut toujours, ou transgression, alors ce sont des mots. Nous, on ne le vit pas forcément à travers des concepts, mais c'est une sorte de pulsion ou d'impulsion de transgresser ou de pas se conformer. Mais ça veut dire quelque chose quand même pour vous. Vous êtes encore toujours, vous venez de le dire, on me dit quelque chose, j'ai envie de ne pas le faire, donc on n'est pas tout à fait correct au sens social, au sens artistique. Enfin, on peut être encore dérangeant quand on est artiste, non? Si, qu'est-ce que vous en pensez? Quand même, on voit aujourd'hui pas mal d'art qui est un art avec du sens avant tout, avec du discours, avant même que la forme soit interrogée. Et franchement, moi, ça, c'est le genre d'art qui ne m'intéresse pas, et qui m'ennuie profondément. Et voilà. Moi, mes étudiants, par exemple, ils me disent « Oui, mais alors voilà, je vais parler, je ne sais pas quoi, des prisonniers. » Je dis « Bon, bah oui, qu'est-ce que vous en pensez ?» Je dis « Bah, c'est très bien. Enfin, moi, le sujet, ça m'est égal. Ce qui compte, c'est la forme. » Et bon... alors, ce n'est pas vraiment la réponse à cette question, mais cette idée d'être avant tout dans le sens, je pense que ça, c'est une façon d'être aussi un peu démagogue pour pouvoir rentrer dans le discours et avoir son discours qui est compris tout de suite. Je ne sais pas, moi, j'ai pas envie d'être dans le sens, en tous les cas. Donc là, on est au centre. Au centre du truc, ouais. Je le répartis à 80. Oui, enfin, il y a plein de sens dans ce que je vois autour de moi. Donc, je dirais que moi je ferais le distinguo entre une posture conceptuelle, héritière, effectivement, vous parliez de Dada, héritière peut-être encore de la pensée du Champienne, ou en tous les cas, quelque part nihiliste au sens de déconnecter de la pulsion et du rapport au faire. Voilà, je crois que moi j'aime beaucoup la forme parce que pour moi c'est une façon de cogner contre quelque chose. Moi je ne suis jamais déconnectée du faire, hein, parce que quand on fait des Voilà. tableaux, on est obligé de les faire. Parce que sinon, on va avoir des surprises. Ah, on est passé le tour, ok.
Mais c'est ça, mais c'est ça. Mais par contre, ça ne veut pas dire que mettre du sens dans un tableau ou mettre du sens dans un travail chorégraphique, ce soit une démarche intellectuelle. Ça peut être une démarche directe. C'est une sorte de tuyau, la forme, à travers lequel on peut injecter de ses perceptions, de ses sensations, de ses rages. Non, on peut injecter ça. C'est pas l'un à la place de l'autre. Non, mais cette question de la forme et du fond, moi, déjà en plus c'est drôle parce que c'est la question en peinture, même quand on la forme et le fond, c'est le rapport. Pour moi, la peinture, c'est le rapport entre la forme qu'on met sur un fond, comme les deux filles là sur le fond. Ouais. Donc c'est drôle parce que c'est aussi un rapport entre le sens, donc le fond, et la forme, le formel. Donc c'est les deux, mais pour moi, en tous les cas, mon moteur, ça va être toujours la forme, c'est-à-dire je vais partir de j'ai envie de faire ça, et puis je vais trouver un truc que je peux faire comme ça. Donc, oui, c'est un révélateur, la forme. C'est-à-dire que si on n'a pas ce révélateur, on n'a rien. Tu penses qu'on part de celui-là, là, à mon avis, ok. Ok, et on se place plutôt sur lui, en fait, c'est ça, pour la ligne. Ouais. Enfin, moi, je pense, quand on a l'intention, puisqu'on parlait, c'est ça. Si on a l'intention, moi, je me suis pas mal opposée dans différents échanges. Moi, j'ai créé un petit peu cette série sur notre site, parce qu'on voit beaucoup de sociologues s'exprimer, et on ne nous entend pas souvent, nous qui nous bagarrons justement avec la production artistique. Et moi, j'ai vraiment envie, alors là, c'est un échange entre deux fabricants d'œuvres d'art, je ne sais pas, parce que je me définis un peu comme ça. Je trouve que si on ne cogne pas contre la difficulté de la fabrication, finalement, c'est pas tellement qu'on a un propos vide, mais on n'a rien, on est dans du rien. Est-ce que vous partagez cette position? Quand vous dites, quand on cogne, c'est-à-dire quand on ne s'occupe pas de la forme, c'est ça? Non, au contraire, quand on décide de créer je sais pas, une phrase chorégraphique, vous c'est un tableau, moi ça peut être une photo, la plupart du temps je ne peux guère en parler avant que je commence à me heurter à quelque chose qui n'obéit à rien de ce que je souhaiterais voir surgir. Ça n'obéit à rien, ça n'obéit qu'à soi-même. C'est en ça que je dis c'est un combat permanent. Et c'est de cette tension-là que le sens de ce que je vais produire advient. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sens. C'est ça que j'essayais de questionner. C'est compliqué. Hein, c'est trop compliqué, mais moi, d'accord. D'accord. Enfin, c'est pas... Donc comment est-ce que vous faites lorsque vous démarrez un projet d'exposition ou simplement une toile? Disons, ça part par exemple de l'envie de faire un grand tableau phosphorescent qui va révéler la profondeur de champ. Donc je cherche une image ça va bien rendre ce que je veux, et puis je me dis celle-là va bien aller. Puis après je la fais, et c'est tout en fait. Non, t'as chopé le caillou? Donc là, on est au centre. Ouais. Au centre du truc. Oui, mais c'est pas... enfin, en général, on passe par différentes tentatives ou esquisses. Non, mais c'est un enchaînement. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est comme un marabout de ficelle, c'est-à-dire... là, sur les tableaux de l'expo, le petit tableau avec les fesses à l'entrée, c'est le premier où j'ai fait avec du tout phospho. J'ai vu que ça marchait, parce qu'avant, j'en avais fait d'autres avec des morceaux. Bon. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un tableau tout phospho avec du noir, donc j'ai fait celui-là qui est derrière. Et j'ai vu que ça marchait. Après, j'en ai fait un bad, j'ai essayé d'autres choses. Après, voilà, donc ça s'enchaîne. Après, j'ai acheté du rouge, j'ai fait avec du rouge. Bon,
C'est la technique. C'est une série et de puis temps hasards en- guidés. Oui, puis de temps en temps parce que moi j'aime pas trop faire toujours la même chose, donc de temps en temps pour casser la routine, je vais faire un truc très différent. Voilà, un truc à la bombe, un truc, j'essaye. Après, ça raconte plein de choses, J'ai mais pas de grande vue d'ensemble. Bon, alors après, quand on a des expos, parfois on prévoit certains formats pour habiller l'espace ou des choses comme ça, mais je suis pas. alors parlons de cette technique, puisque les œuvres se regardent en lumière noire. D'abord, j'aimerais savoir si vous êtes nombreux à imaginer des expositions qu'on peut regarder en lumière noire. Ben, je sais pas, mais moi, je pense pas en avoir vu beaucoup. Il y a peut-être eu des choses avec du fluorescent ou des. Je sais que Parreno avait fait des impressions avec de l'encre phosphorescente et ça s'éteignait et on voyait le phosphorescent. Donc c'était un truc un peu comme dans la petite salle qui s'allume et qui s'éteint. Mais des peintures comme ça, moi, j'en ai jamais vu à ma connaissance. Mais bon, c'est pas. Donc pour ça que- qu'est-ce que c'est comme Bah, pigment? j'utilise des pigments phosphorescents, c'est-à-dire les pigments phosphorescents, il y a très longtemps, ils étaient dangereux, il y avait du radium dedans. C'est pour ça que les gens qui peignaient les aiguilles des montres avaient des maladies très graves. Et après, ils ont découvert d'autres pigments phosphorescents moins dangereux qui sont maintenant commercialisés. Voilà, donc après, Et donc, toute la toile est peinte en peinture phosphorescente? oui, mais plus ou moins. Et plus il y en a, plus c'est lumineux. Donc en fait, c'est une sorte de peinture qui se révèle. C'est compliqué, il faut faire d'abord les lumières, mais d'abord les lumières qui sont peu lumineuses, et puis après les plus en plus lumineuses, plutôt comme ça. Mhm. Et puis après, on met le noir en faisant les noirs les plus doux jusqu'aux noirs les plus sombres. D'accord. Mais c'était une technique qui existait quand même dans l'art populaire, non? Alors oui, il y a des livres et des choses comme ça, mais en général, c'est des petites choses, des petits morceaux qui sont peints, parce que c'est des pigments très chers. Donc quand c'est dans des livres, c'est souvent des petites zones. Quand j'étais enfant, j'avais un calendrier, et puis, par exemple, il y avait, je sais pas quoi, une image de ville, et quand on était à la lumière, les lumières brillaient, donc ça faisait des Oui, petits c'est points, ça. voilà. C'est ça, ça appartenait plutôt à l'art. Oui, ou les gamins, on leur achète des étoiles en plastique. Voilà, c'est ça. C'était pas rentré dans l'art noble, si je puis dire. Peut-être. Aussi, j'ai vu une pièce de Simone Decker il y a des années au FRAC Languedoc-Roussillon, qui était une énorme sculpture très belle, qui était en plus installée dans une sorte d'église. Et je crois qu'elle était recouverte de pigments phosphorescents. Je Mhm. crois qu'il y a C'était une Franck- sculpture. Ouais, très grosse. Je crois que Franck David aussi, qui est un ami artiste qui vit à Berlin, a utilisé du phosphorescent. Mais disons en tableau, c'est vrai que c'est des pigments qui sont très difficiles à manier. C'est un peu comme peindre avec du sable, c'est très lourd. Est-ce que vous éteignez la lumière pour pouvoir peindre et voir ce que ça rend? Alors, on ne peut pas peindre avec la lumière noire parce que ça fait un truc. Mais je peins, puis après j'éteins, puis après j'allume. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai C'est des ça. interrupteurs partout. Je vais juste faire une petite extinction pour. Je l'ai listé comme ça en fait, de nous enlever les mots. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, quand tu auras déjà les trous, ce sera déjà très. Ah non, si tu as remarqué, ça mourait progressivement. Il y a un effet. Il suffit de mettre un néon de l'autre. C'était le petit qui avait une lumière plus. Je crois. Le petit, il a une lumière plus blanche. Ouais. Celui-là. Ouais, c'est pas plus. C'est juste des branches. Alors. C'est ça. Bon, en fait, c'est pour ça que je tiens beaucoup en tant que chorégraphe et photographe à cette notion de fabricant de choses artistiques, parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle en anglais trial and error. C'est-à-dire, c'est très expérimental. Moi, j'ai soutenu récemment, dans un échange qui était très houleux, avec un tenant du conceptualisme, que une position conceptuelle n'est jamais expérimentale. C'est-à-dire que le cerveau ne fabrique que des stéréotypes, et c'est en faisant qu'on innove.
et qu'on est dans la véritable expérimentation. Comme vous disiez, j'ai des interrupteurs partout, je fais, je vois ce que ça donne, et donc le fait d'avoir vu amène la correction et progressivement une nouvelle forme apparaît. Alors que dans l'esprit, on ne peut pas la concevoir au départ. Ou que vous ne la concevez pas au départ. Si quand même, si c'est conçu un peu au départ, et d'éteindre et d'allumer, ça sert à vérifier, à voir. À vérifier. Oui. Ce qu'on fait aussi souvent, les peintres, souvent, on regarde dans un miroir pour voir l'image à l'envers. Parce que quand on a trop vu une image, et ben de la voir à l'envers, on la revoit, ou on la prend en photo pour la voir en petit. Oui, mais enfin, est-ce que le tableau existe dans votre esprit avant d'être sur la toile? Pas exactement dans cette forme. On a un rêve de tableau quand même. Hein. Oui, on a un projet. Même si c'est du photoréalisme, on a une sorte de rêve, mais même si c'est celui-là, voilà, je savais que je voulais faire un truc avec les têtes que j'allais détourner, mais... Et avant de commencer à peindre, vous pouvez expliquer aux gens autour de vous ce que vous allez peindre? Oh ben, je veux dire un truc, oui, je vais faire ça, je vais faire un grand tableau, enfin, ça va être, voilà, des termes génériques. Après, souvent, le résultat final n'est pas vraiment toujours comme on pensait que ça allait être, mais... C'est-à-dire, il y a une période peut-être où on bascule dans l'inconnu et finalement, le tableau qu'on avait dans la tête, c'était un peu celui qu'on verra à l'arrivée? Non, je dirais plutôt que au départ, bon, on est avec son idée de départ, et puis ensuite, tous les tracas de la fabrication vont faire qu'on va renoncer à certaines choses qu'on avait peut-être imaginées, et puis on va s'habituer à maintenant ce qu'on a fait. Et puis après, il faut accepter ce qu'on a fait. Il y a certains peintres, ils n'arrivent pas du tout à accepter, ils retouchent toujours leur tableau. Moi, je suis plutôt à me dire au bout d'un moment, bon, allez, c'est bon, voilà, je l'arrête là, et puis tant pis, il vit sa vie, quoi. Alors, vous me parliez du corps, qui n'était pas forcément un sujet très évident ou premier. Pourtant, ce qui est peint souvent sont des situations que j'appellerais théâtrales, dramatiques et théâtrales, où on voit des personnages comme dans un cadre de scène. Moi, je sais que je photographie toujours aussi des corps, jamais des paysages, jamais, et toujours en situation un peu ce qui ressemble à un travail chorégraphique, parce que dans la danse, parfois, on parle avec des mots, mais pas toujours, alors qu'au théâtre, plus souvent. Donc finalement, ce qui parle, c'est le fait qu'un personnage fasse pas face à un autre personnage, qu'il ait les mains dans les poches, qu'il ait une tête. Moi, je travaille parfois avec des têtes surdimensionnées sur scène aussi. Donc finalement, c'est quand même, pour moi, un acte chorégraphique, ce que je vois reproduit là. Or, vous me dites que non. Pourquoi? Non, mais quand je parlais du corps, je parlais que moi, en tant qu'artiste, j'utilise pas mon corps. C'est votre objet. Enfin, je pense qu'une danseuse, par exemple, c'est son matériau, c'est son corps quand même. Et la peinture, pour moi, au contraire, c'est de faire un produit qui est hors de son corps. C'est la façon justement, le corps, on le met de côté, quoi. On ne montre pas. C'est pas ça qui existe. Son corps n'existe pas. Je pense et moi, je suis une personne qui suis très complexée par mon corps et qui ne suis pas à l'aise avec mon corps. Et donc, j'aime bien la peinture pour ça, parce que je fais des objets hors de mon corps. Après, si je représente des corps, c'est aussi parce que j'adore aussi représenter les corps, mais du coup, je m'en fais d'autres.
Oui, mais je pense qu'un chorégraphe, c'est la même chose. Moi, je passe des dizaines d'heures dans l'ombre et je fais surgir. Et finalement, même ce qui apparaît sur scène, alors, tellement de définitions possibles de la danse ou de la peinture. C'est vrai que le corps a été représenté dans l'histoire de la peinture depuis la nuit des temps, mais il y a aussi, le paysage est apparu à un certain moment où il y a des objets qui ont été peints. Mais en revanche, cette manière de non seulement ne pas être dans la représentation de son propre corps, tout en montrant des corps, mais en délivrant un objet qui n'est pas un corps, d'une certaine manière, c'est nier la primauté du corps. Je dirais que même pour un chorégraphe, moi quand je montre des corps sur scène, et mon écriture est extrêmement rigoureuse et embêtante pour les danseurs, très très ennuyeuse, parce que d'une certaine manière, il y a un chorégraphe de ma génération qui s'appelle Jean-Claude Galota, qui disait, moi je veux que le public voit les poils sur les jambes de mes danseurs. Surtout que le public imagine qu'on ne peut même pas toucher cette peau. Que ces personnages que je représente sur scène sont soit des peintures, des hologrammes, enfin tout ce qu'on veut, mais pas des corps. Donc, quelque part, je crois que les peintres et les chorégraphes, certains peintres, certains chorégraphes font le même métier. Est-ce que vous y avez déjà pensé ? Non, enfin moi je pense plus au metteur en scène qu'au chorégraphe. Enfin, je connais pas bien la danse, mais je pensais... Non, je vous parlais plus de la danse des danseurs qui utilisent leur corps que le chorégraphe. Les danseurs, oui. Voilà. Mais ensuite, les danseurs sont des interprètes et peut-être qu'ils passent toute leur vie à ne pas avoir un corps comme tout le monde, si je puis dire, un corps organique. Et ils essayent de poétiser ou de faire de leur corps un objet artistique qui ne soit pas le corps tel qu'on l'entend dans son acception fonctionnelle. Mais je viens avec un comédien et lui, il n'a pas ce rapport-là au corps non plus. Je vois très bien qu'un comédien, c'est sa voix surtout, et le corps aussi, quoi. Mais... Peut-être plus dans le théâtre. Oui, le théâtre, oui, c'est un comédien de théâtre. Effectivement, au théâtre, on est avec des personnages qui ont un métier. Souvent, on sait s'ils sont mariés, voilà, il y a une situation qui renvoie à la réalité quotidienne, là où dans la danse comme dans la peinture, bon, on voit bien que vraisemblablement, c'est une enfant. C'est une femme, ça, c'est Ludmila Michael. C'est une enfant, c'est une Non, femme. c'est Ludmila Michael, c'est une actrice. Ah, Ludmila Michael, je n'arrive pas à le dire. Ah oui. Et Georges Descrières, c'est une image qui donc vient ça renvoie directement au théâtre. Oui, ça s'appelle Comédie Française. Donc ben voilà. Pourquoi est-ce qu'effectivement j'étais en terre inconnue? En fait, c'était entre le... Oui. Avec la lumière, mais en même temps, je savais qu'on n'entendait pas bien. Donc, j'ai trouvé ça... Non. Pas de question. Pas de question. Ok, il disait non, des trucs, non, ça va. On n'y peut pas. Non, il disait ça résonne beaucoup dans la pièce. Ah oui, je ne pouvais pas. Alors, peut-être, comme le suggère Geneviève Vezet, quelques mots sur les différentes peintures exposées ici. Eh bien, c'est des peintures phosphorescentes, que dire. Là, on est dans le coin un petit peu, celles qui sont vertes seulement. Après, toutes celles-là ont plus des pigments rouges aussi. Voilà, donc ça mélange divers styles, enfin deux, trois styles, on va dire un style photoréaliste, un style un petit peu bad, un autre un peu décoratif, je dirais. Et puis il y a même une petite peinture abstraite au fond. Voilà, bon, l'idée c'était de plonger cet espace dans le noir parce que j'étais assez angoissée par les poutres au-dessus, donc je ne voulais pas qu'on les voie. Et voilà. Parce que j'ai aussi, en tant que commissaire d'exposition, une appétence pour les lieux qui accueillent les projets. J'aime bien quand justement il se passe quelque chose entre le lieu et l'artiste. Et là, je me suis ramassé une claque, on va venir, Nina, sur cette exposition. J'ai vraiment été troublé par ce que j'ai vu, et en même temps, et tout. Il n'y a pas seulement le travail de scénographie, mais y compris... Alors, vous parliez d'un moment où tout d'un coup, votre travail a marché, entre guillemets, c'est le mot que vous avez utilisé. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire marcher dans les arts plastiques? Marcher, ça veut dire quand il ne vous reste pas sur les bras, les tableaux. C'est-à-dire que quand on les a faits, ils partent, ils font des expos, ils sont vendus, pas tous, mais bon, au moins,
Voilà, parce que j'ai eu quand même dans les années 90, début 2000, je sais pas, des années où j'exposais pas, pendant un an, on n'arrivait pas à exposer du tout, voilà, des choses comme ça. Remercier l'équipe de manœuvre qui a travaillé ici à la mise en place de cette exposition. Ça paraît Et comment est-ce que ça a démarré ? Ça a démarré la bonne période quand je suis rentrée dans la galerie Bernard Jordan, et puis assez rapidement j'ai fait une expo au MAMCO avec Christian Bernard, qui était une grosse expo avec 6 salles, et en même temps au FRAC Limousin aussi une grosse expo personnelle. Voilà, et puis il y a commencé à avoir des catalogues. Et comment est-ce que vous êtes rentrée dans la galerie ? Je suis entrée dans la galerie un peu par un concours de circonstances. J'étais avant dans une autre galerie qui me traitait très mal, qui s'appelait Éric Dupont. Et il avait échangé avec Bernard Jordan une œuvre de Christophe Cusin. Enfin, en fait, Bernard voulait une œuvre... Non, c'était quoi ? Oui, c'est ça. Dupont voulait une œuvre de Christophe Cusin, qui était un artiste de chez Jordan. Et en échange, il lui a donné un tableau à moi. Enfin, Bernard, ça lui plaisait, donc il a échangé. Voilà. Et donc après, quand j'ai su qu'il avait mon tableau, ça m'a donné du courage pour le contacter quand j'étais partie de chez Éric pour venir me voir. Et puis il est revenu me voir. Et puis après, au bout d'un moment, il m'a dit montre-nous tout ce que tu as. Et il est venu avec sa femme, ils ont tout vu. J'avais fait un grand triptyque très beau avec une sorte de cantatrice et puis des intérieurs, très théâtral là aussi. Et puis il m'a dit, bon, on prend dans la galerie, on fait une expo, voilà. Puis ça commence. Donc, merci beaucoup pour ce premier échange. J'espère qu'il sera suivi d'autres. Très franchement, lorsque j'ai vu cette exposition, je me suis dit, non seulement j'ai envie de rencontrer Nina, mais j'aimerais bien lui éventuellement parler avec elle d'un projet scénique. Voilà. Bon, on verra. Mais est-ce qu'il y a déjà eu du phosphorescent dans le ballet ? Vous avez vu des choses avec du phosphorescent ? Non. Moi, pas encore. J'avais fait une toile peinte pour un opéra de poche, mais ils ont raté l'effet où il fallait éteindre. Carrément, ils l'ont fait. Moi, j'étais furieuse, quoi. Ça ne se reproduira pas dans notre projet. Bon, on verra. Ok.